Cette semaine, les gars, les marchés nous ont envoyé des signaux contradictoires. D'un côté, une Fed qui parle et un dollar au plus bas depuis 2022. De l'autre, un or qui se fait massacrer en une heure en perdant plus de 8% après un énorme excès. Et enfin, des indices américains proches de leur plus haut historique mais qui sont pas loin de se dégrader graphiquement. Et au milieu de tout ça, un point d'interrogation, les actions technologiques et les investissements massifs dans l'intelligence artificielle. En tout cas, si t'as rien suivi cette semaine, c'est le moment de t'asseoir, d'aimer la vidéo, de la commenter. On va tout décortiquer ensemble. Allez les gars, le premier élément de la semaine que j'ai retenu évidemment, c'est la Fed, le dollar. On va revenir un petit peu sur l'actualité de tout cela. En tout cas, c'était le premier discours de l'année pour Jérôme Powell, avec évidemment, très attendu par les marchés en 2026. Premier événement majeur, première intervention. Donc la Fed est quand même apparue plutôt positive sur l'économie américaine, c'est-à-dire que Powell a quand même rappelé que l'économie américaine se portait plutôt bien et que les risques, notamment des mois précédents qui concernaient l'emploi américain, s'étaient stabilisés. C'était un petit peu pareil sur, j'ai envie de dire, l'inflation. Il a quand même précisé que l'inflation restait trop importante pour l'instant pour baisser les taux, mais qu'elle s'était stabilisée également et que finalement, il n'y avait pas trop de risques que l'emploi se dégrade et pas trop de risques non plus que l'inflation augmente trop. Donc voilà, c'était une réunion record pour Jérôme Powell, un discours très rapide. Il a rappelé que l'économie américaine était très forte et que finalement, il n'était pas obligé, justement, en raison de cette économie américaine très forte, de se presser pour baisser les taux. Pas de panique sur l'emploi, pas de baisse d'inflation, donc pas de baisse de taux prévue pour Jérôme Powell pour l'instant. Et ça n'a pas trop provoqué de réaction sur les marchés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, c'était une intervention qui était quand même très attendue du côté américain. Et par contre, forcément, c'est une bonne nouvelle globalement pour l'économie américaine. Ça veut dire qu'il y a moins de crainte sur l'emploi, mais par contre, pour ce qui est, on va dire, vision marché, on sait que les marchés financiers, les indices boursiers, eux, ils veulent des baisses de taux. Parce que des baisses de taux, finalement, ça rend l'économie, ça rend finalement l'accès au crédit, l'accès à l'argent moins coûteux, tout simplement pour les entreprises et pour les particuliers. Donc forcément, cette nouvelle-là, s'il n'y a pas de dégradation de l'économie américaine, s'il n'y a pas de dégradation non plus de l'inflation, Jérôme Powell n'est pas obligé d'aller vite pour baisser les taux. Voilà, ça a été un petit peu une réunion un peu bizarre, puisqu'on lui a posé aussi des questions sur les dernières attaques de Donald Trump, sur son successeur. Bref, il a quand même refusé de répondre à certaines questions et il a refusé également, ça va me faire une transition parfaite, mesdames et messieurs, et il a refusé de répondre à une question quand même assez décisive sur le dollar américain, transition faite parfaite parce que justement le dollar américain est au plus bas depuis 2022, on voit ça en graphique et on voit justement comment on peut interpréter tout ça. Et donc on se retrouve sur le graphique du dollar US justement pour vous dire, pour vous montrer un petit peu l'importance des zones actuelles sur le dollar américain. Je suis en graphique, donc là vous le voyez en mensuel, chaque bougie que vous voyez, que ce soit rouge ou bleu, représente un mois de marché et on voit que regardez, le dollar américain est revenu sur un niveau, moi, que j'appelle un niveau pivot, un niveau de polarité. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancienne résistance, regardez, de 2019 qu'on n'arrivait pas à casser à la hausse, la résistance également de 2016 qui a été cassée ici avec ce mouvement impulsif ici à partir de 2021 avec un dollar qui a flambé et on se souvient finalement cette époque et le moment où l'inflation était au plus haut, où les matières premières flambaient également, le dollar avait complètement explosé. Et c'est pour ça que la Fed avait été obligée à ce moment-là de monter ses taux d'intérêt. Et donc du coup, le dollar américain, là, il est revenu sur un support maintenant majeur, une zone de polarité majeure. Et effectivement, il y a quand même, on va pas se mentir, le dollar peut continuer de baisser. J'ai envie de dire peut-être que Donald Trump a envie que le dollar soit plus baissier. Ça peut être aussi positif pour les exportations américaines. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que graphiquement, on est arrivé sur un niveau clé. Et forcément, on va le voir après sur d'autres graphiques. Il y a eu des réactions, notamment sur le gold. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Mais voilà, le dollar américain, donc du coup, sur un support très important, c'est le plus bas. Concrètement depuis 2020, il me semble, le plus bas depuis 2022 a été cassé. Donc voilà, on est au plus bas depuis plusieurs années. On parle du dollar américain quand même, on ne parle pas d'une petite monnaie. Donc forcément, quand le dollar américain commence à réagir sur des supports, et vous voyez, il commence à repartir légèrement à la hausse. Il va avoir envie de réagir. C'est la monnaie la plus importante, j'ai envie de dire, de notre système. Donc forcément, s'il se met à réagir, ça va réagir sur pas mal, j'ai envie de dire, d'actifs et on le verra dans cette vidéo.
Donc un dollar qui baisse, c'est rarement anodin. Ça signifie que le marché se repositionne, qu'on accepte plus de risques. Donc voilà, ça c'est très important de le comprendre. Un dollar américain positionné sur les plus bas depuis plusieurs années, forcément, c'est ce qui a fait peut-être descendre le gold quand on est arrivé sur ce niveau. Donc voilà, le dollar américain en tension. Jérôme Powell a refusé de répondre à la question puisqu'on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez finalement de la variation du dollar. La Fed ne répondrait pas à ce genre de questions. Donc voilà, quid de ce qui va se passer? Est-ce que le dollar va réagir sur son support et donc du coup renvoyer le gold un peu plus bas, renvoyer l'euro USD d'ailleurs? Que je ne vais pas vous mentir, je me suis positionné sur l'euro USD. Voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui sont dans la vidéo. Alors je ne sais pas si je vais gagner, mais l'idée c'est de comprendre que moi l'euro USD, vous voyez, j'étais quand même très acheteur d'euro USD en début d'année dernière quand on était sur la zone des 1,04. Voilà, ici sur l'euro USD, j'étais très acheteur parce qu'on était clairement, pour moi, sur l'euro USD, regardez, quand on dézoome bien les graphiques en mensuel sur le Forex, on comprend bien où on était. Sur l'euro USD, on était en début d'année dernière sur un support majeur entre, on va dire, les 1,02, les 1,04, un support majeur qui a été travaillé quand même pas mal de fois ces 10 dernières années. Donc on avait acheté ici avec la Trading Academy 1,04 à 0,5. Bon, ben là, on est arrivé pour moi sur les premières zones de résistance aux alentours des 1,20. Qui a été travaillé déjà, regardez ici, en 2017, qui a amené l'euro du USD jusqu'à 1,08 et qui a été travaillé ici en 2021. Donc moi voilà, autant j'étais acheteur ici, je me suis plus positionné d'un côté vendeur sur l'euro USD sur ces niveaux-là parce que j'estime que c'est des niveaux de résistance dans le même sens finalement que ce que je vous disais sur le dollar américain, sur un support clé par rapport à un panier de devises important. Bon ben moi pour l'euro USD, en fait, c'est toujours pareil. J'estime que ça sera plus simple pour moi de vendre l'euro USD que de vendre du gold. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, mais en tout cas, voilà cette première partie entre une Fed toujours un peu indécise qui rassure sur l'économie américaine, mais qui forcément envoie une mauvaise nouvelle dans le sens où on n'aura pas de baisse de taux tout de suite et forcément ça les marchés n'aiment pas trop pour le moment. En tout cas, ça c'est ce qui clôt, mesdames et messieurs, cette première partie dans un premier temps. Et ce qui va clore finalement cette première partie dans un premier temps, cette partie du coup, historiquement, quand le dollar baisse fortement, et c'est ce qu'on a eu ces dernières semaines, eh bien l'or devient l'actif refuge numéro 1. On fait cette deuxième partie sur l'or parce que c'est ça qui vous intéresse le plus en ce moment. Bon, deuxième événement marquant le choc mesdames et messieurs, en direct, même là au moment où je fais cette vidéo, puisque je la tourne pas, voilà, je la tourne le vendredi. Deuxième événement marquant, mesdames et messieurs, c'est l'or qui perd plus de 3000 milliards de capitalisation en une heure de temps. Donc évidemment c'est l'événement marquant. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, que ce soit sur l'or ou l'argent, les dynamiques étaient absolument exceptionnelles. D'ailleurs, vous le savez, moi avec la Trading Academy, ça fait quand même des années. Je vais vous mettre quelques screens de quelques trades sur l'or et l'argent que j'ai depuis plusieurs années. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas attendu que l'or explose ou l'argent explose comme ça au-dessus de 100 pour en acheter. Et pour moi, d'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, c'était déjà en 2026, déjà un peu trop tard, même s'il y a des gens qui ont pu profiter une partie de la hausse, évidemment. Et ça ne veut pas dire que cette hausse est terminée, mais ce qu'on a et ce qu'on voit là ici, regardez sur l'argent qui passe pratiquement de 120 jusqu'à 100, donc on perd 20% là ce matin sur l'argent. C'est pareil sur le gold. Le gold, alors on perd un peu moins de 20%, mais finalement voilà, on perd quasi 10-15% là ce matin sur le gold qui perd quasiment $600 depuis ses plus hauts. Donc en fait c'est violent, c'est surtout très révélateur. Regardez quand même la dynamique. Donc oui, on perd 8-9%. Je vous rappelle que la semaine dernière, tout le monde criait à l'explosion puisque la semaine dernière, l'or avait fait une performance extraordinaire puisqu'il avait pris quasiment 7% en une semaine. Donc encore une fois, quand un actif prend 7-8%, 15% en une semaine, un actif traditionnel, il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'il prend ces 7%? Il les prend déjà alors qu'il est déjà largement sur des plus hauts historiques. Donc on voit quand même que même avant, on avait une dynamique qui était quand même complètement dingue sur l'or, puisqu'en début d'année, je vous rappelle, l'or il était à 4003. Donc on est passé de 4003 à 5006, quasi 35-45% de hausse en quelques semaines, ce qui est évidemment énorme pour un produit traditionnel. Donc encore une fois, quand on a des hausses verticales, surtout quand on... Voilà, ce qu'il faut, sur lequel j'attire votre attention surtout, c'est la tête des graphiques en mensuel.
c'est toujours la même chose sur les marchés. C'est-à-dire que sur les cryptos, sur les actions ou tout ce que vous voulez, quand vous allez avoir des grandes lignes droites, pensez que ça ne durera pas. Même si il y a toujours une tendance évidemment à essayer d'exploiter, de suivre, c'est toujours pareil. Soit vous êtes dans le train avant que ça explose, et c'est ça le travail d'un trader, soit vous suivez des tendances jusqu'au bout, mais en pensant très bien qu'un jour, ça va s'inverser. Et là, quand on voit une bougie daily comme ça, enfin, en tout cas aujourd'hui, sur le gold, quand on met la bougie du jour, on voit que voilà, il y a clairement un changement d'état d'esprit des investisseurs qui sont en train de s'opérer. Donc en fait, c'est toujours pareil. Quand il y a un produit financier qui monte tout sang, qui empile la hausse comme ça, sans vraiment respirer, on n'était plus vraiment dans un marché rationnel, les gars. On n'est plus dans un marché rationnel. On était dans un marché dominé par les émotions, dominé pour moi par le FOMO. Donc c'est toujours pareil, vous savez, quand un produit financier explose, tout le monde en parle, tout le monde veut en acheter, tout le monde achète au plus haut, et finalement, c'est toujours pareil. Vous savez, quand tout le monde est déjà dans le train, quand ça commence à descendre, il n'y a plus personne qui peut racheter, puisque tout le monde est déjà à la hausse dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle clairement un nettoyage. Donc voilà, l'argent aussi a suivi, les gars. L'argent a suivi aussi dans ce nettoyage. Une euphorie suivie d'un nettoyage, c'est souvent comme ça. Regardez, à chaque fois que le Bitcoin a fait des tops, regardez les cryptos, ça se passe souvent comme ça. Sur des actions aussi, ça se passe comme ça. Regardez LVMH qui, il y a quelques années, était à 900, une euphorie, puis derrière, ça nettoie. C'est un peu la même sanction sur tous les produits financiers quand on arrive. Regardez, on est en train de casser les 100 là en direct sur le silver. Donc, encore plus violent sur le silver, donc on sait il est plus volatile, plus sensible à la spéculation. Je vous mets un petit screen sur le silver. Je vous le proposais à l'achat entre 25 et 35 il y a plusieurs années avec la Trading Academy, et depuis l'an dernier. Mon dernier niveau d'achat, c'était 45 ans. Bon, voilà, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Je trouve que quand on est trader, il faut aussi avoir une raison. La raison de nous dire, voilà, j'ai travaillé un produit de 30 à 40, de 25 à 30, je visais 50-60, on a eu 120, c'est pas des prix que j'achète, voilà. Même si je vais pas forcément vendre parce que c'est pas mon état d'esprit. Donc en tout cas, tout ça, ça veut pas dire que le bull market sur l'or et l'argent sont terminés, mais clairement le marché a besoin de souffler, et c'est comme ça sur tous les types de marchés tout le temps. Les marchés ont tout le temps besoin de souffler, quoi qu'il en soit. Et les gars, pendant finalement que l'or et l'argent sont en train de souffler, les indices boursiers, eux, envoient des signaux un peu contradictoires, ambigus. On vérifie tout ça, on parle des résultats des grosses boîtes qui sont sorties cette semaine. Qu'est-ce que ça a changé sur les marchés? On fait un point sur la volatilité, sur les indices US. C'est parti. Allez, troisième grande thématique de cette vidéo pour terminer, les gars, c'est les indices américains et la situation aux États-Unis. On est proche, évidemment, regardez sur mon graphique, sur le Dow Jones, donc les 30 plus grosses entreprises américaines réunies dans un seul MM actif. On est toujours dans un trend haussier globalement sur l'indice Dow Jones. Mais regardez, je vous ai quand même gardé ma moyenne mobile 50 daily qui est pour moi la moyenne mobile repère de tendance globale. C'est-à-dire que pour moi, c'est elle qui décide finalement si le marché est au-dessus ou en dessous, si la tendance est haussière ou baissière. Donc la tendance reste haussière globalement, mais on voit qu'à l'heure actuelle, au moment où on se parle, on se rapproche dangereusement de cette MM50 daily qui a été quand même travaillé plusieurs fois les mois précédents. Et donc du coup, graphiquement, tout n'est pas si propre. On est au-dessus de la MM50 daily, mais on s'en rapproche dangereusement. Et finalement, on a un momentum un peu divergent. On est proche des plus hauts historiques, mais en même temps, on commence un petit peu à menacer à court terme des structures. C'est un petit peu la même chose, regardez, en termes de menaces de structure, c'est la même chose sur le SP500. Le SP500, on le voit, a essayé de faire des sommets en ce début d'année. On a été même chercher les 7000, mais globalement, ça rejette ici. Et finalement, on sent que si on passe là vraiment de manière beaucoup plus impulsive sous les 6009, mais globalement, il y aura de l'espace pour les indices américains, malheureusement, j'ai envie de dire, pour partir à la baisse. Donc globalement, on sent qu'on peut aussi être dans ce genre de transition aussi sur les indices américains qui ont aussi largement performé ces dernières années. Et quand on regarde un petit peu, qu'on s'intéresse un petit peu là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde finalement les grosses tech, les grosses entreprises, les grosses valeurs technologiques qui portent finalement ces marchés depuis plusieurs années. Dans un premier temps, on va parler de Microsoft. Regardez le graphique de Microsoft, c'est terrible puisque Microsoft depuis ses plus hauts a déjà perdu quasiment plus de
25%, et pourtant Microsoft a annoncé de très bons résultats. Alors il y a quand même une partie, effectivement des résultats, une partie du cloud de Microsoft qui n'a pas plu, des résultats qui sont sortis, mais globalement Microsoft annonce quand même des résultats assez massifs, et c'est sûr qu'il n'a pas plu aux investisseurs, c'est surtout que Microsoft a annoncé investir encore plus massivement dans l'intelligence artificielle. On sait que Microsoft a déjà investi des centaines de milliards là-dedans, donc des investissements colossaux, donc forcément plus on investit, plus on va mettre de la pression sur les marges pour les actionnaires, donc moins de marge pour les actionnaires, et incertitude surtout sur le retour sur investissement. Est-ce qu'on n'investit pas trop dans un domaine finalement qui ne va pas nous rapporter, et quand est-ce que finalement ces investissements vont générer du cash? En réalité, c'est ça la vraie question, et c'est pour ça que finalement Microsoft part à la baisse, parce que même si les résultats sont excellents, quand on est sur des plus hauts de marché, que regardez Microsoft, regardez le graphique, je veux dire au bout d'un moment, on est sur un graphique, c'est une fusée, il a déjà largement performé. Quand on est sur des plus hauts, les actionnaires attendent de l'excellentissime, et quand les résultats ne sont pas excellentissimes partout, que vous avez 20 sur 20 partout, mais qu'il y a une ou deux branches où vous avez que 15 ou 16, forcément ça suffit pour les investisseurs pour prendre leurs bénéfices, et surtout la question de est-ce que les investissements dans l'intelligence artificielle vont payer pour Microsoft qui a déjà largement investi là-dessus. Regardez, à l'inverse, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des signaux contradictoires. À l'inverse, on a Meta qui a sorti de très très bons résultats enfin, parce que Meta quand même, ça faisait quand même plusieurs mois, plusieurs années que c'était un petit peu moyen. Meta qui annonce aussi d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle, et pourtant regardez, quand on regarde un peu le graphique de Meta, par contre voilà, on a une réaction qui est complètement différente. On a un graphique qui lui part à la hausse. Alors peut-être que l'annonce aussi des investissements massifs dans l'IA, l'action monte sur Meta alors que sur Microsoft elle baisse, peut-être parce qu'on a un narratif plus maîtrisé du côté de Zuckerberg, une rentabilité peut-être actuelle qui est déjà très solide, et une discipline peut-être financière perçue un peu plus j'ai envie de dire sérieuse du côté de Meta. En tout cas, les mêmes thèmes finalement pour ces grandes capitalisations américaines, les mêmes promesses, mais les réactions des marchés sont totalement différentes. Donc voilà, ça pose question un petit peu, et le marché se pose des questions. On a vu aussi en début de semaine que Intel avait fait une énorme performance pour la perdre après la publication de ses résultats qui plongent de plus de 13%. Voilà, c'est ça qui pose question. C'est-à-dire que toutes ces entreprises-là qui ont investi massivement dans l'intelligence artificielle investissent encore massivement, mais ne savent pas vraiment si on va avoir une guidance avec des résultats qui seront au-dessus des attentes, tout simplement. C'est ça un petit peu la thématique du moment qui revient souvent. Évidemment, pour faire un petit point également sur Apple qui a publié des résultats stratosphériques aussi, plus de 143 milliards de revenus, avec un iPhone 17 qui marche très bien, mais encore une fois, Apple, quand on voit les résultats après bourse, un marché qui ne s'enthousiasme pas en fait. Ça monte pas forcément sur Apple. Je vais regarder sur le graphe si je ne dis pas de bêtises, mais j'avais regardé hier. Apple, voilà. Hier, regardez, après bourse, on est en léger. On a pris 1% hier. Et pour autant, ces résultats n'ont pas suscité d'engouement supplémentaire sur l'action, parce qu'on a déjà globalement sur ces énormes boîtes des attentes qui sont très élevées, un manque global de surprise. On savait globalement que l'iPhone 17 avait très bien marché. Je crois que c'est un record, il me semble, de vente. Et surtout des doutes sur la prochaine source de croissance. Aujourd'hui, en fait, publier des bons résultats, des très bons résultats, ça ne suffit plus en fait sur les marchés financiers. Est-ce que le marché est en train de nous raconter comme thématique quand on voit ça, c'est que l'intelligence artificielle, oui, les grandes technologies, oui, la croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les investisseurs veulent désormais des preuves, des promesses que ça va rapporter du fric, tout simplement, mesdames et messieurs. Donc, est-ce que le marché est baissier? On l'a vu. Pas encore, pas globalement, puisque regardez, l'indice Dow Jones n'est pas forcément en dessous de sa moyenne mobile 50 journalière.
Est-ce qu'on est encore dans un bull market où tout monte très rapidement, facilement? Non plus. On est dans un marché qui est un peu plus neutre pour moi. Donc ce que nous dit le marché finalement, les gars, pour conclure concrètement cette vidéo, c'est que aujourd'hui, publier des bons résultats ne suffit plus, à l'image d'Apple, à l'image d'Intel, à l'image de Microsoft. Ce que le marché est en train de nous dire, c'est que c'est très simple. L'IA, oui, la technologie, oui, les investissements, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est toujours pareil. Et surtout, ce que veulent aujourd'hui les investisseurs, c'est être sûr que ces centaines de milliards investis dans l'intelligence artificielle va rapporter de l'argent. En réalité, les investisseurs, comme je viens de vous le dire aujourd'hui, ils veulent plutôt des preuves, pas juste des promesses. Alors, est-ce que le marché globalement il est baissier? Non. Est-ce qu'on est encore dans un market un peu facile où tu peux acheter n'importe où? Non plus. On est quand même dans un marché où la sélection et la diversification, les gars, comme je vous avais prévenu dans la vidéo précédente du début 2026, est très importante. Conclusion, cette semaine nous montre plusieurs choses. Le marché est en train de changer de phase. Clairement, on l'a vu avec le gold, avec le silver. Ça veut pas dire que les tendances vont changer, mais ça veut dire que les investisseurs changent déjà un petit peu d'état d'esprit. On l'a vu également sur le dollar américain, sur un support, et les indices finalement qui sont entre mi-figue, mi-raisin, entre du bon et du mauvais. C'est peut-être la suite de la saison des résultats qui va nous orienter sur la suite, mais on parle pas de grosses baisses sur les marchés globalement, à part sur les cryptos où ça commence un peu à piquer, mais on n'est plus dans l'euphorie non plus, vous voyez. Voilà, donc on est dans cet entre-deux-là, dans cette neutralité de contexte aussi qui fait que les prochaines semaines vont être évidemment cruciales. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des investissements dans l'IA, ce que vous pensez du dollar, de l'or surtout. Je sais que énormément d'entre vous ont acheté de l'or et de l'argent. Bon, moi, ça fait quand même quelques années que je vous dis d'acheter de l'or et de l'argent. J'avais acheté notamment l'argent en prix moyen entre 25 et 30 depuis plusieurs années. Mais bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va corriger, tout va s'effondrer, tout va remonter? Bref, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que tu l'as kiffé. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.